J'accueille mon invité qui est Mme Marie Chartrand. Bonjour, Mme Chartrand. Bonjour. Bonjour, bienvenue à l'émission Folie douce. Vous êtes réalisatrice du film Le voyage d'une vie. C'est un film qui parle de quoi? Qui parle de la vie après le suicide. Mon mari s'est suicidé le 14 octobre 2005. OK. Et le film retrace tout le chemin parcouru après son décès. Donc, le deuil après suicide, qui est un deuil traumatique, qu'on appelle. Oui. Et c'est, à ce qu'on m'a dit, à ce que Ghislaine disait, c'est que vous aviez fait un grand voyage, je pense. Oui, c'est ça. En 2003-2004, Oui. on a fait un voyage autour du monde avec nos 3 enfants. Et on a beaucoup filmé durant le voyage parce qu'on avait l'intention de faire un documentaire sur notre année autour du monde. OK. Et en revenant, après 1 an, on a réussi à vendre l'idée à Canal Vie. Et lorsque Canal Vie a acheté l'idée du documentaire d'1 heure sur le voyage autour du monde, 2 jours après, mon mari se suicidait. Ah oui. Donc, ce projet-là a été mis sur la glace. Oui. Évidemment, je n'étais plus capable de faire ce film-là. Mais j'ai senti très rapidement le besoin de faire un film à la fois sur notre voyage autour du monde pour qu'on puisse découvrir Samuel, la famille, mais en même temps en intégrant ce qui était arrivé, le suicide. Est-ce que c'est un voyage qui était en bateau? Non, c'est un voyage en sac à dos. On faisait les grands trajets en avion et sur place, on prenait le transport local. On voulait vraiment rentrer dans les cultures. Oui. On a fait du travail humanitaire au Honduras. On a été au Vietnam, en Inde, en Australie, en Nouvelle-Zélande. On était vraiment en Amérique centrale, un peu partout dans le monde. Et quel âge avaient vos enfants à ce moment-là? 9, 10 et 13 ans. Donc, oui. un âge qui est intéressant aussi oui, pour c'est ça. découvrir. Ça a été extraordinaire. Nous, on est vraiment partis pour ce voyage-là. C'était un peu, on avait un roll-ball de la société de performance. Ouais. On avait l'impression qu'on courait tout le temps. Donc, on voulait prendre du recul par rapport au choix de vie qu'on avait fait. Et puis, donc, on s'est dit, on va partir 1 an. On va montrer aux enfants d'autres manières de vivre. Puis, nous aussi, on va s'exposer à ça. Puis, on verra en revenant. Et est-ce que vous avez fait justement 1 an de voyage? Oui, ça a été complet? 1 an. Oui, on est parti en juillet 2003 et on est revenu en juillet 2004. À peu près tout le monde a ce rêve-là, mais beaucoup de monde ne le réalise pas. C'est quelque chose qui est ancré comme vous dites, je pense, la société de performance, le travail, on court tout le temps, on n'a pas le temps de vivre, on n'a pas le temps de comprendre, même nos enfants. Exactement. C'était une année extraordinaire parce que on était moi, j'avais l'impression que quand j'étais à Montréal, on était chacun de nous, on était dans notre propre petite bulle. Oui. Et là, en voyage, en voyageant comme ça, il y avait juste une grosse bulle. Tout le monde était dedans. Donc, c'est sûr que par moments, c'est exigeant parce que on n'a jamais de congé des autres, là. On est toujours ensemble. Mais ça a été surtout très enrichissant. Et les enfants, en revenant du voyage, moi, je leur ai demandé la vision que vous aviez du monde, est-ce que vous avez découvert, est-ce que c'était pareil? Et les 3 étaient unanimes pour dire que non, c'était très différent. Et je leur ai demandé c'était quoi cette différence-là, qu'est-ce qu'ils avaient découvert? Et puis, ils m'ont dit, bien, le monde est beaucoup plus beau et sécuritaire qu'on le pensait. On a l'impression, tu sais, les enfants, ce qu'ils reçoivent à la télé, c'est toujours les guerres, quand ça va mal, tout ça, mais quand tu te rends à ces endroits-là, c'est merveilleux, tout le monde est accueillant. Ça a été vraiment une expérience extraordinaire. Il y a du bon monde partout, finalement, c'est ça qu'on découvre. Ben, beaucoup plus de bon monde que de gens malfaisants. Ça, et comme vous dites, je pense les nouvelles, puis les canaux de nouvelles continuent, nous bombardent, c'est à répétition. Hein? Exactement. Puis on a l'impression aussi, les enfants, quand on a fait du travail humanitaire au Honduras, je pense que les enfants avaient peur de la pauvreté. Oui. Pour eux autres, pauvreté était synonyme d'être misérable. Puis ils ont joué avec des enfants des montagnes qui avaient juste un repas par jour, qui étaient extrêmement pauvres, mais qui étaient des enfants heureux, qui jouaient au soccer. Puis là, c'est comme si ils ont découvert que, ben non, on peut vivre extrêmement simplement dans des conditions assez difficiles, mais quand même être heureux. Et la pauvreté égale pas nécessairement la misère. La pauvreté matérielle, c'est une chose. Exactement. La pauvreté d'émotion, c'est une autre chose. Moi, mon fils, d'ailleurs, après une partie avec des petits copains comme ça dans les montagnes, j'ai demandé, mais c'est quoi la différence entre toi et ces enfants-là? Puis il a fallu qu'ils réfléchissent longtemps. Puis là, il dit, je sais. Puis je dis, c'est quoi? Puis il dit, eux autres, leurs T-shirts sont troués. Ouais. C'est la seule différence qu'ils voyaient. C'est ça.
Ils ont les mêmes jeux, ils ont oui, le même goût de jouer, le etc. même goût de jouer, le même goût pour la vie. Oui, c'est une belle expérience. Puis comme on disait, bon, c'est ça, vous avez eu le courage de le faire. Quelles étaient vos professions avant de partir? On travaillait toutes les deux dans un monde de fou, la publicité. Lui était producteur de publicité et moi, j'étais rédactrice-conceptrice en publicité. Donc ça, c'est un monde... Donc, un monde de rat-race que tu cours tout le temps et que c'est d'une urgence à l'autre. Des fausses urgences. Bouton panique. Oui, là, tout le temps. Il n'y a personne qui opère à cœur ouvert là-dedans, mais on a l'impression que c'est toujours la fin du monde quand les choses se font pas. Exactement. Puis on trouvait que c'est comme si, là, à un moment donné, tu te dis, ben voyons, je cours tout le temps, mais pour ça, puis j'ai même pas le temps pour les choses que je pense qui sont vraiment importantes. Donc, pour nous, ça a été vraiment le seul moyen qu'on voyait de débarquer de cette course-là, c'était d'en débarquer, mais complètement, pendant 1 an, puis de partir, puis de revenir et voir qu'est-ce qu'on voulait. T'sais. Et comme vous dites, c'est ça, dans le fond, malheureusement, votre mari s'est suicidé au retour, pas longtemps après. Hein, 1 an et 4 mois après le retour. 1 an et 4 mois. Donc, est-ce que vous étiez retourné dans vos emplois respectifs? Ou, les 6 premiers mois après le retour, on a essayé de vendre le documentaire à différentes stations, puis on n'a pas eu de preneur. Donc là, il fallait gagner notre vie, exactement. Donc moi, je suis retournée en publicité et lui, mon mari a investi l'argent qu'on avait dans un immeuble et il a cru faire un très mauvais investissement. Et ce mauvais investissement-là qu'il croyait avoir fait, il pensait même avoir mis la famille dans la rue, a déclenché une dépression. Et une fois qu'il s'est vu en dépression, il s'est isolé dans le silence. Il n'a pas été capable de me communiquer ça. Je pense qu'il avait très, très honte de se voir dépressif et aussi honte d'avoir mis sa famille, la sécurité financière de sa famille à risque. Et comme il s'est enfermé dans le silence, la dépression, c'est une maladie. Et si on ne la soigne pas, ça grandit. C'est comme un cancer. Et vous n'en êtes pas aperçu, finalement? Non, moi, je le savais dépressif. Mon mari avait une fragilité. Hein. La dépression, c'est une maladie et il y a des gens qui sont prédisposés à la dépression. Mon mari était prédisposé à ça. Et quelque chose que j'ai découvert en faisant le film, c'est que la dépression chez l'homme s'exprime de manière complètement différente que chez la femme. Pour moi, quelqu'un de dépressif, c'était quelqu'un d'apathique, quelqu'un qui avait plus le goût de rien et qui était comme vraiment... peut toujours dormir. Bon, exactement, là, vraiment apathique. Mais chez l'homme, le début de la dépression s'exprime de manière complètement différente. L'homme va être colérique, impatient, intransigeant, hyperactif, même parfois hypersexuel. Et mon mari, à tous les automnes, avait ces symptômes-là. Donc maintenant, je sais que c'était un dépressif saisonnier qu'on appelle, mais qui n'avait pas été diagnostiqué parce que ces symptômes, ni lui ni moi, on savait que c'était ça, finalement. Ça n'empêchait pas de fonctionner, Ça n'empêchait pas de fonctionner, sauf cet automne-là, la dépression a été beaucoup plus profonde et il s'est isolé dans le silence. Oui. C'est toujours l'irremplaçable, en fait, de dire, de porter un geste où on ne peut pas revenir de ça. C'est fini. C'est dommage. Oui, tout à fait. Et moi, ce que j'ai découvert aussi, c'est on se pose des grandes questions. Hein, quand quelqu'un qu'on aime se suicide, ça remet tout en question. Hein, l'amour que nous, on a porté envers la personne, son amour envers nous. Mon mari, il adorait ses enfants, il m'adorait moi, je ne comprenais pas. Mais ce que j'ai découvert, encore une fois, c'est que lorsque la personne est rendue avec des idées suicidaires, il y a vraiment ce qu'on appelle une distorsion cognitive. Et c'est une maladie, c'est biologique, c'est plus fort que la volonté de la personne. Et cette distorsion cognitive-là, ce que ça fait, c'est que la personne ne peut pas voir la vie autrement que de manière extrêmement négative et culpabilisante. Et c'est rendu à ce point-là, il faut vraiment que la personne consulte et soit sous médication. Oui. Et si ça n'arrive pas, c'est ça, la personne peut passer à l'acte. Oui, c'est ça. Et ne voit pas d'autre solution pour mettre fin à sa souffrance, parce que c'est important de comprendre que quelqu'un qui se suicide, c'est pas quelqu'un qui aime pas la vie, c'est quelqu'un qui n'en peut plus de souffrir. C'est ça. Il veut arrêter de souffrir. Il veut arrêter de souffrir. Oui. Et la seule porte de sortie qu'il voit, c'est de se tuer. Et le suicide, c'est aussi important de comprendre, ce n'est pas un choix. La personne est dans un non-choix. La personne est dans une souffrance tellement grande et elle ne voit, et c'est la maladie qui contribue à ça, elle ne voit pas d'autre
issue. Donc, s'il n'y a pas d'autre issue, tu n'as pas vraiment de choix. C'est ça. Donc, ça, c'est très, très important parce qu'il y a beaucoup de jugements par rapport à ça. Les gens pensent qu'on choisit de sauter la vie, mais c'est tout à fait faux. C'est pas ça. Et le film, en fait, vous avez repris des images que vous aviez tournées lors du voyage. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que vous avez ajouté sans trop non plus dévoiler l'histoire, que les gens puissent le voir? Le film se dévoile, c'est comme deux histoires en parallèle. Oui. Il y a l'histoire du voyage qui se déroule de manière chronologique, où on découvre Samuel, on découvre à travers son journal de voyage, son problème par rapport à la société de performance, comment il se voit comme homme, tout ça. Okay. Donc, on découvre qui il est, on découvre aussi comment c'est un amoureux de la vie. Et c'est très beau, hein? C'est un film de lumière, malgré le sujet qui est traité. Oui. C'est vraiment, les gens qui ressortent du film vont dire, mon Dieu, mais quel film d'espoir, d'amour, de résilience. Donc, il y a cette histoire-là, l'histoire du voyage, qui est très agréable. Et en parallèle, il y a l'autre histoire, qui est l'histoire du deuil. Qui commence dans le cimetière. Le film ouvre dans le cimetière avec l'enterrement de Samuel. Et la première partie du deuil, dans un deuil après suicide, c'est le pourquoi. Hein? C'est vraiment obsédant. Donc, toute la première partie du film, dans cette histoire-là, l'histoire du deuil, on peut dire, c'est de comprendre le suicide, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui s'est passé. Et après ça, on rentre dans le deuil. Comment moi et les enfants, on vit ça et comment, si je peux dire, on transforme cette épreuve. Ça peut être facile pour les enfants aussi, d'avoir vécu justement des moments tellement intenses et de famille assez récemment avant le suicide. Oui, savez-vous quoi? Ça, c'est une conception. Hein? On croit que plus on aime quelqu'un, plus on va souffrir son départ. Hein? Mais c'est le contraire. L'amour dans un deuil, c'est ce qui vous porte et c'est ce qui vous aide à traverser le deuil. Et le fait qu'on a été pendant 1 an, 24 heures sur 24 avec Samuel, les enfants, les premiers vont dire... Mais ça a été un cadeau et je connaissais mon père. D'avoir fait ça avant, d'avoir eu la chance. Donc, c'est pas un regret. Au contraire, c'est un souvenir dans lequel ils vont puiser pour maintenir cet amour-là et bien vivre ce passage. Oui. Et le film, c'est un film de combien de minutes? C'est 1h30. Qui s'intitule d'abord le voyage d'une vie, comme on mentionnait. Oui. Donc, c'est ça, c'est le voyage d'une vie. Puis dans votre cas, je veux dire, c'est presque le plus beau moment peut-être de la vie de votre mari, en fait. Oui, dans le voyage, effectivement. Effectivement. C'est vraiment... Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment cet homme-là aimait la vie. Hein? Et qu'on se rend compte que la dépression, la personne n'est plus elle-même. Oui. C'est très, très évident quand on voit le film et on peut comprendre que la dépression, c'est une maladie. Oui. La personne n'est plus la même personne. Une personne qui se suicide, le suicide, c'est l'aboutissement létal de la maladie mentale. Dans 90% des cas de suicide, il y a une maladie mentale claire, diagnostiquée. Oui, oui. Donc, il y a le mot maladie là-dedans. Combien de temps, diriez-vous, que ça vous a pris, vous et vos enfants, pour justement être capable d'en parler sans trop être... moi, c'est sûr que d'avoir fait le film a fait partie de ma démarche thérapeutique. Oui. Hein? C'est, lorsque j'ai commencé le film, puis aujourd'hui, je ne suis plus la même personne, en ce sens que j'ai beaucoup évolué à travers ce film-là et ça m'a permis d'aller chercher des réponses à mon questionnement. Okay. Et vraiment, dans le deuil, ce qui est le plus important, c'est de verbaliser, d'exprimer ce qu'on ressent, d'aller chercher de l'aide, de ne pas s'isoler. Et malheureusement, un deuil après suicide, des fois, les gens ne savent pas trop comment réagir et ils vont isoler la personne. Ouais. Et c'est ce qui rend le deuil encore plus difficile, ce deuil-là en particulier. Ouais. Mais moi, j'en ai fait un documentaire, je l'ai verbalisé, mais pas à peu près. Beaucoup, là, c'est ça. Donc, quand j'interviewais le psychiatre Christophe Fauré, qui est spécialisé dans le deuil, et même que son dernier livre, ça s'appelle « Après le suicide d'un proche ouais. ». Il me disait, Maryse, mais ça fait juste 1 an et demi que ton mari est décédé et tu es rendu à l'étape où normalement les gens sont après 3 et 4 ans. Donc, le fait que moi, j'ai beaucoup verbalisé, que j'ai été chercher des réponses et que j'ai été très active dans mon deuil, a beaucoup, beaucoup accéléré le processus. C'est, d'une certaine façon, c'est une bonne nouvelle dans votre cas d'avoir fait ça. Ah, tout à fait. Ça va donner aussi de l'espoir, comme vous disiez, aux gens qui vont regarder le film. Oui, oui. C'est un film, malgré le sujet qui est lourd, ce n'est pas un film sombre. C'est très important à comprendre. Les gens, ils sont même étonnés quand ils sortent du film. Ils disent, mais mon Dieu,
je ressors puis j'ai le goût de vivre. Oui. J'apprécie encore plus la vie. On dirait que ça t'éveille à l'importance de profiter de la vie et que la vie est fragile et il faut faire attention. Exactement. La meilleure chose qu'on peut dire en terminant, c'est que les gens qui veulent voir le film pourront faire une recherche peut-être sur Internet. J'imagine qu'ils vont avoir des réponses à savoir s'il est disponible sous quel format, ou même à la télé ou quoi que ce soit. Oui, exactement. Donc, ça s'intitule Le voyage d'une vie de Marie Chartrand. Merci beaucoup, Mme Chartrand. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci et bonne journée. Merci.